أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en partageant les vidéos, les séquences auprès de vos connaissances, de vos alentours, auprès de vos proches, mais surtout en vous y abonnant et de faire abonner justement vos connaissances et ses proches pour y être informés très rapidement des dernières nouvelles et ce en toute primeur bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 239e vidéo vient vers vous pour vous proposer très modestement ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez, oui, vous le savez, votre CQFD se consacre toujours à cette actualité nord-africaine, juste pour vous la résumer très brièvement à notre niveau, en quelques petits mots et quelques petites lignes. Et ce CQFD se consacre justement à ce Sahara, où des tensions entre le Maroc et l'Algérie continuent et impose à cet envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU donc, de jouer le funambule, oui cet artiste, en commençant sa tournée dans la région par justement la capitale marocaine. Alors que du côté de ce qui est appelé l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale marocaine. Le temps des révélations historiques et des documents juridiques surgit et ressurgit et comme par enchantement semble reprendre le dessus dans cette affaire justement de ce Sahara marocain qui constitue, à n'en pas douter, pas une seconde, le plus grand hold-up du siècle venu de ces clans ou ce régime algérien, en tout cas, ou de ce qu'il en reste. Et donc, oui, chers amis, donc depuis sa reprise de ses fonctions, le 1er novembre dernier, cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, ce Staffan de Mistura, effectue sa première tournée dans cette région. Et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain est attendu ce mercredi à Rabat. Le Maroc est la première étape de la tournée de ce Staffan de Mistura. C'est ce que précise en tout cas cette agence EFE, agence espagnole, citant des sources que l'on peut qualifier d'informées de cette visite. Et l'agenda de cet envoyé personnel, son agenda dans la capitale marocaine, n'a pas encore été rendu public. Et on ne sait donc pas avec quelles autorités il se réunira et s'il rencontrera le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ou non, indique toujours cette agence espagnole de presse. Staffan de Mistura ne se rendra pas plutôt sur le territoire du Sahara marocain. Non, il n'ira pas sur ce territoire. C'est ce que précise cette agence, ajoutant que cet émissaire de l'ONU n'a pas demandé à cette occasion de le visiter. Et les sources diplomatiques, consultées toujours par cet effet, n'ont pas confirmé si les étapes algériennes et mauritaniennes sont inscrites sur l'agenda de ce Staffan de Mistura. Rien n'est dit à ce sujet. En revanche, elles ont fait état de cette escale des camps de Tindouf
juste après celle du Maroc. Et le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a refusé de révéler l'agenda de cet envoyé onusien dans cette région. Et il ajoute, il déclare, dès que j'ai quelque chose d'officiel de son bureau, entendez du bureau de Stéphane de Mistura, je le partagerai avec vous, a répondu ce Stéphane Dujarric à une question d'un journaliste. Et l'information s'arrête là. Ni plus, ni moins. Et toujours dans ce climat. Et pourquoi pas le Maroc ne devrait-il pas revendiquer le Touat, Tidikelt, Gourara, Saoura, Béchar et Tindouf, autrement dit, sont complètement sans Sahara oriental. Et la question est posée ici, maintenant. Oui, maintenant. Fabriqué de toutes pièces, sachant que c'est fabriqué de toutes pièces par le pouvoir de ce, rappelons-nous-en, de ce Boumediene, Bouharouba Boumediene. Eh bien, elle a bénéficié notamment de conditions, cette époque-là, de conditions que les marxistes qualifient d'objectives, entre guillemets. Autrement dit, du contexte de la guerre froide qui opposait les deux blocs de cette époque-là, occidental d'un côté et soviétique de l'autre. Elle a également été subversive par la littérature et le catéchisme politique des années 60, à l'aune du triomphe relatif du langage socialiste, ce langage socialiste sur lequel cette Algérie et certains États du tiers-monde de cette époque-là avaient allègrement surfé. Tant et si bien que, soutenu par cette ancienne ex-Union soviétique de l'époque, ils croyaient, tous ces gens-là, investir et coloniser pour de bon le cadre des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la 4e commission, devenue le théâtre de subterfuges algériens, ainsi que d'autres organes. Nous gardons toujours en mémoire, oui, nous gardons toujours en mémoire cette image grotesque, oui, de ce petit abbé affublé, grisé par son colibé, du plus jeune ministre des Affaires étrangères, qui paradait sur les travées de cette ONU, un cigare Cohiba au bec, fabulant et ergotant, à non plus finir sur les thèmes de l'anticolonialisme, la libération des peuples, la glorieuse et révolutionnaire Algérie, de cette époque toujours. Sauf qu'au sujet du Sahara marocain, dans ce Boumediene, Houari Boumediene, venait de faire le cheval de bataille. Il a décidé de son expansionnisme rampant. Il se heurtait lamentablement à plus fort que lui, à plus éloquent et déterminé, un certain Ahmed Taïbi Ben Hima, ministre des Affaires étrangères du Maroc à cette même époque. La 4e commission de l'ONU était à notre corps défendant transformé en champ clos algérien, une sorte de chambre d'enregistrement des manœuvres de cette même abbé et consort par ailleurs, noyé dans la propagande d'Alger au nom du tiers-monde. Oui, il voulait défendre tout le tiers-monde. Le Maroc a posé la question de son Sahara dès 1956. Et ni les grandes puissances, ni a fortiori les Nations Unies n'avaient prêté attention à un facteur décisif
dans cette affaire, celui du fait que cette Algérie-là n'existait pas, oui, elle n'existait pas en tant qu'État constitué et reconnu avant 1962, non plus qu'elle était d'abord une toute province turque, avant de devenir un département français à partir d'une certaine date, en 1830. Non plus que le Maroc, en accédant à son indépendance en novembre 1955 et mars 1956, avait posé résolument la question, aussi bien à la France et l'Espagne qu'aux Nations Unies, de la récupération de tous ces territoires spoliés du Sahara, qui vont de l'Gouira, et on dira à présent aujourd'hui de Guergueret aussi, jusqu'aux confins du sud-est, incorporant le Tidikelt, le Touat, le Saoura, Gourara, Béchar et Tindouf, au Sahara oriental donc. Tous ces territoires du Sahara central appartiennent au Maroc, de jure et de facto, concédés arbitrairement et unilatéralement par la France coloniale à l'Algérie en 1962. Et les archives historiques, les traités, les pièces officielles en témoignent toujours aujourd'hui, mais gardées sous scellé et sous top secret. Ils avaient été arrachés au royaume du Maroc, sans scrupule, sans accord signé, sans négociation, mais en violation du droit international, avec cette invocation fallacieuse du fait accompli, tout simplement. Et tous ces territoires étaient incorporés dans le grand projet que la France avait lancé et mis en place en 1957 de cette OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Le lancement de ce projet géoéconomique, ambitieux par ailleurs, avait eu pour première conséquence immédiate d'arracher une partie de leur territoire au Maroc, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et à cette Algérie coloniale. Dans l'esprit des géniaux stratèges français de cette époque, habitués à l'époque donc à travailler sur des cartes, un crayon et un ciseau, oui, à la main, ce projet devait finir par constituer in fine un territoire autonome, voire même un minuscule État voué à fournir à la France pétrole, gaz, fer, sidérurgie, toutes ressources stratégiques à cette même époque. Et des territoires, finalement, grignotés, bouffés à droite et à gauche de cet immense espace désertique qui n'était pas l'Algérie. La France entendait y faire selon une suggestion, oui, selon une suggestion d'Alain Peyrefitte, oui, Alain Peyrefitte, alors ministre de l'Intérieur, un État indépendant de cette Algérie. Et un État indépendant, le Maroc étant en premier rognier dans sa profondeur géographique, et l'Algérie héritant, bénéficiant d'un territoire devenu démesurément gonflé. La responsabilité de cette France de cette époque, est évidemment très très lourde. Et 60 ans après, oui, maintenant 60 ans après, les conséquences de cette politique-là, de partage léonin au détriment du royaume du Maroc, ne l'atténuent nullement. Les archives coloniales enfouies au centre historique du ministère français de la Défense à Vincennes, consacré à sa présence de plus de 43 ans au Maroc, témoigneraient vite de l'injustice, cette injustice absolue
qui a été faite à ce pays, à ce royaume du Maroc. Autrement dit, la partition, oui, la partition arbitraire, tout à fait arbitraire, a été entérinée en claquant des doigts aussi impunément que pouvait l'être une violation par un État fort, la France, contre un pays faible ou affaibli, morcelé à la conférence d'Algésiras en 1906 par les impérialismes de toutes sortes, objet ensuite d'agressions commises par les puissances, l'Espagne au nord et au sud, la France au milieu et sur le littoral. Jamais, oui, jamais jusque-là. En effet, cette intégrité territoriale du royaume marocain n'avait été mise en cause. Et l'Algérie, fief reculé vers l'ouest de l'Empire ottoman, colonisé par la France en 1830, n'existait pas, oui, n'existait pas en tant qu'État, sinon sous forme d'un petit département, même si géographiquement était assez conséquent. Donc sous forme d'un département français, tout simplement, avec un peuple que le Maroc, fondant ses espoirs unitaires dans sa future émancipation, soutiendra. Oui, le Maroc a soutenu et appuiera dans sa lutte à partir de 1956. Las. Las pour ne pas dire hélas, oui, ce qui présageait les germes d'une certaine trahison algérienne. Oui, disons le mot, clairement, une certaine trahison. En effet, les germes de cette trahison algérienne envers ce Maroc existaient-elles déjà dans l'esprit de ses futurs dirigeants algériens? Oui, dans ce Boumediene Boukharouba, justement. Oui, dans ce Bouteflika. Et bien auparavant, avec ce Bembella. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux à faire le voyage de Rabat, à obtenir l'aide en argent et en armes des rois du Maroc, en l'occurrence les rois Mohammed V et Hassan II. Ils faisaient tous serment. Ces gens-là, oui, ils faisaient tous serment de fraternité envers ce Maroc et ses institutions. Il a même été dit, ici et là, que ceux qui formaient ce que l'on appelle le clan d'Oujda, oui, c'est pour ça, le clan d'Oujda, entre autres Boumediene et ce petit abbé, oui, avec ce Bembella également, qui y voyait ou qui avait pignon sur rue au Maroc, se sont en fin de compte révélés être au lendemain de l'indépendance, de leur soi-disant indépendance, les plus obsessionnellement anti-marocains. L'un et l'autre, ou les uns et les autres, ont tout simplement enterré la gratitude, ce qu'on appelle la gratitude, mais je ne sais pas s'ils la connaissent, et surtout la fraternité d'un seul peuple unique, fraternité du peuple, de tout le Maghreb et du Maroc en particulier, comme aussi cette déclaration solennelle de juillet 1961, signée par un certain Farhat Abbas, président de ce GRPA, gouvernement provisoire de cette république algérienne à Rabat, avec le roi Hassan II lui-même, et reconnaissant clairement les frontières internationalement reconnues du Maroc. Membre fondateur, oui, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1961. Le Maroc, oui, le Maroc, avait rejeté dans la foulée la sinistre théorie de l'uti possidetis ou d'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, que ces résidus de la littérature coloniale entendaient perpétuer. Car le Maroc, en accédant à l'indépendance en 1956,
avait aussi réclamé avec force et énergie le parachèvement de son intégrité territoriale. Ensuite, déposer une requête aux Nations Unies pour revendiquer ipso facto son territoire du Sud occupé depuis 1934 par l'Espagne, comme il fera de nouveau en 1962-1963, et on défendra bec et ongle le principe de décolonisation devant la fameuse 4e commission des Nations Unies, harcelée et transformée plus tard, ce qui aidait la chasse gardée par cette Algérie. Or, dès la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le Maroc n'a cessé de rejeter la clause sur l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. La communauté mondiale des juristes y faisait écho, une référence, quoi. En témoigne le texte que Maurice Flory, ce professeur de droit et de sciences politiques, juste un petit exemple. Donc, ce professeur de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, à l'époque, observateur pertinent du dossier du Sahara, écrivait ceci, entre guillemets, le territoire, écrivait-il donc ce Maurice Flory, le territoire est source de contentieux, déjà à cette époque. L'apparition des nouveaux États issus de la décolonisation ne pouvait que multiplier les difficultés en raison du caractère le plus souvent artificiel des frontières coloniales. Et c'était le cas pour cette Algérie. Un exemple flagrant. Et il continue en déclarant, ce Maurice Flory, l'apparition donc de ces nouveaux États, aussi l'une des premières initiatives de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. A-t-elle été le vote d'une recommandation destinée à geler la situation telle qu'elle résulte du découpage? Donc c'était clair, geler tel que résulte le découpage colonial afin d'éviter une remise en cause généralisée, qui aurait été la source d'un gigantesque et inépuisable contentieux. Mais ça l'est de toute façon, ça l'est resté. Il eût été trop beau, oui, il eût été trop beau de croire qu'une recommandation pouvait régler un problème aussi complexe. L'affaire du Sahara occidental, du Sahara marocain donc, en est une illustration. Mais pour plus de détails, plus d'informations, consultez justement, entre guillemets, cet avis de la Cour internationale de justice sur le Sahara occidental, le Sahara marocain, donc, du 16 octobre 1975. Donc de ce Maurice Flory. Ce témoignage, on ne peut plus éloquent, se suffit à lui-même. Il rejoint et résume la position du Royaume du Maroc, qui, document et pièce à conviction à l'appui, affirme avec force que le Sahara n'a jamais été terra nullius. Et la vie de cette Cour internationale de justice, CIG, l'a démontré. Des liens juridiques et historiques forts ont toujours existé depuis la nuit des temps avec le Royaume du Maroc. Inutile d'en rajouter plus. À telle enseigne que la monnaie de l'époque, du territoire, était frappée à l'effigie du roi. La prière du vendredi dite en son nom, et les actes d'allégeance prêtés régulièrement à son endroit. Les gouverneurs et les autorités relevaient du pouvoir du roi qui les nommait Asmara, Dakhla, Tindouf, Béchar, un territoire du Sahara oriental. Rien ne viendra modifier ce cours des faits tangibles qui sont à l'histoire du Maroc. Ce que le souffle est à la vie, et ils sont consubstantiels à la mémoire éternelle.
et la colonisation à géométrie variable du Maroc par les impérialismes divers ne fera que renforcer encore plus le sentiment nationalitaire, si on peut l'appeler ainsi, de son peuple. Or, une fois la France partie du Maroc, après l'avoir dépecé et morcelé jusqu'à la caricature, après que l'Espagne de Franco eut aussi rétrocédé sous la pression de la Marche verte, rappelons-nous-en ce sera, en signant le 14 novembre 1975 l'accord tripartite de Madrid. Voilà que cet ambitieux Boukhrouba, alias Boumediene, se prit pour cette Otto von Bismarck. Il se prenait pour un Allemand, ou un Purs plus exactement, de la région, jetant son dévolu sur les frontières de ses voisins, Maroc et Tunisie, grignotant sans vergogne des portions significatives de leur territoire, et comble de l'arrogance en plus, reliquant le Sahara marocain. Les promesses, oui, les promesses faites au roi Hassan II lors du sommet bilatéral d'Ifrane en janvier 1969, par exemple, sur les frontières, non seulement n'ont jamais été respectées, mais elles se sont transmuées en déclarations de guerre sur fond de cynisme algérien que l'agression de cette ANP, cette armée dite nationale et populaire, de février 1976, contre Amgala, oui, Amgala, est venu confirmer. Le sommet d'Ifrane aura été de ce fait le premier et sans doute le dernier de son genre à avoir abordé ce sujet des frontières du sud-est marocain entre les deux pays, Maroc-Algérie, et ses frontières qui n'ont que le nom constitue, à vrai dire, le plus révoltant scandale de l'histoire de cette région des années 60. Ce n'est pas si loin que ça finalement. La démonstration est plus que faite. Oui, plus que faite explicitement que l'Algérie, de pays colonisé, est devenue la puissance coloniale de la région dans le sillage des puissances françaises et espagnoles. Elle est leur héritière, oui, elle est leur héritière naturelle, parce qu'elle n'a de cesse de mettre en œuvre l'expansionnisme le plus abject et le plus pervers. Forcé de nous interroger aujourd'hui à présent si, comme un impératif catégorique, nécessitait pas lieu pour le Maroc de déposer, ou de poser plutôt, les termes d'une revendication sérieuse et opposable à cette Algérie des territoires spoliés, volés, que sont entre autres ce Touat, Tidikelt, Gourara, Saoura, Béchar, Tindouf, toujours ce Sahara oriental, dont la preuve de leur appartenance historique au Maroc est clairement et plus que tangible. Elle est évidente. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt. Mais n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de faire abonner vos proches. Mais n'hésitez pas non plus à partager autour de vous, partout où vous pouvez le faire, les séquences de votre chaîne. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas, une nouvelle fois, de vous abonner très nombreux et n'hésitez pas surtout à partager les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.